Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc maintenant nous allons étudier le comportement des états de spin. Alors ce n'est pas très facile, donc nous allons y aller progressivement, pas à pas. Alors l'objectif est de voir comment se comportent ces états lorsqu'on a deux appareils et que l'on fait tourner le deuxième appareil. Alors commençons par une situation assez simple. Donc on a un premier appareil comme ceci, et le deuxième est tourné le long de l'axe horizontal de cette manière. Alors, on le tourne donc comme ceci d'un angle alpha, c'est-à-dire si on trace la verticale et la verticale de l'appareil, on le bascule d'un angle alpha. Alors celui-ci, c'est toujours l'état S, l'appareil S, avec les états plus S, 0S, moins S, sortant traversant l'appareil. Et l'autre, nous l'appellerons un appareil T, tourné d'un angle alpha. Alors, la première chose que l'on constate expérimentalement, c'est que si on laisse passer toutes les particules, la séparation en trois faisceaux est identique. Donc un espacement identique avec pour un spin égal à 1 avec trois faisceaux avec des espacements identiques. Donc de ce point de vue-là, les particules continuent à se comporter avec cette caractéristique tout à fait non classique d'avoir trois faisceaux bien séparés, toujours de la même manière, avec le même type d'appareil. Ce comportement-là n'est pas du tout classique. À supposer que, avec un appareil classique, on envoie les particules, on a dit, des petits aimants orientés dans tous les sens, on aurait une dispersion continue. Mais supposons qu'on sélectionne trois faisceaux nettement séparés. Alors, en l'envoyant dans un autre appareil, on aurait également trois faisceaux, mais les espacements seraient différents. Parce que l'orientation des petits aimants par rapport à S et par rapport à T est différente du fait qu'on a tourné l'appareil d'un angle alpha. Mais avec la mécanique quantique, la séparation reste la même. On a toujours ces trois états quantiques. Nous les appellerons bien sûr plus T, 0T et moins T. Les états quantiques par rapport à un appareil tourné d'un angle alpha. Alors, on peut préparer une expérience. Par exemple, S, avec, on ne laisse passer que les états plus, et dans le deuxième, dans T, on laisse également passer les états plus. Une autre possibilité, c'est à la place de celui-là, pour T, c'est de ne laisser passer que les états 0. Alors on a vu que si on avait deux appareils orientés de la même manière, deux appareils S, dans ce cas-là, toutes les particules passaient, et dans ce cas-ci, seulement aucune particule ne passait. Mais ici, la situation est différente. Nous avons fait tourner l'appareil, l'orientation des petits aimants des particules, des petits aimants atomiques, est différente par rapport à T et par rapport à S. Et donc, on s'attend à des différences. Effectivement, en pratique, on observe que, même dans ce cas-là, un certain nombre de particules passent. En tout cas, a priori, pour un appareil tourné d'un angle alpha, il n'y a pas de raison de supposer qu'aucune particule ne passerait dans ce cas-ci, comme on l'avait pour l'état pour un appareil S. Donc, un état, une particule qui est dans l'état plus S, n'est pas nécessairement dans l'état plus T. Elle doit avoir une certaine amplitude, selon son orientation,
et selon l'angle de rotation, elle doit avoir une certaine amplitude d'être dans un des trois états. Donc on recherche l'amplitude, par exemple, plus T si l'état est plus S, pour ce dispositif C, ou l'état 0T plus S pour celui-là, ou encore moins T plus S, ou pour moins S, pour 0S, etc. Donc en tout, on doit avoir 9 valeurs. Comme la matrice que nous avions vue pour deux appareils S, sauf que là, c'était relativement simple. La matrice était juste une diagonale avec des 1 et des 0 ailleurs. Ici, a priori, on peut avoir un peu n'importe quelle valeur. Nous ne savons pas encore. Alors, on sait que le comportement des particules est aléatoire. Si elles ont une certaine amplitude, si les particules qui sont dans l'état plus S a une certaine amplitude d'être dans l'état plus T, alors elle a une probabilité l'amplitude au carré de traverser l'appareil dans ce cas-ci. Donc on filtre les états 0-, on doit avoir un plus T pour que la particule sorte, parce qu'on a barré, et la probabilité que ça se produise est donnée par cette expression que nous connaissons. Et on peut l'écrire aussi l'amplitude fois le conjugué de l'amplitude. Notation que nous connaissons aussi. Alors, pour déduire ces coefficients, ces 9 coefficients, que nous dit la mécanique quantique? On a besoin d'un certain nombre de relations qui permettent de trouver ces valeurs. Alors, la mécanique quantique, elle nous dit que si on envoie des particules vers T, qu'elles soient dans l'état plus S, 0S, moins S, peu importe, si on ouvre tout ici, donc on ne met pas d'obstacle, alors la particule, elle va forcément sortir. Elle va peut-être passer par la branche du haut, par celle du bas ou au milieu, mais elle va sortir. À moins que l'appareil soit imparfait. En pratique, quand on fait des expériences, les appareils ne sont jamais parfaits. Mais ici, on fait l'expérience idéalisée, on considère le cas où ça marche à la perfection. Donc la particule doit sortir, elle a donc une probabilité de 100% de traverser l'appareil T, si tous les canaux sont ouverts. Et donc, la probabilité plus T plus S plus T plus S astérisque, probabilité qu'elle passe dans la branche T, plus 0T plus S, 0T plus S astérisque, plus moins T, la branche du dessous, la somme des trois doit être égale à 1. Donc la probabilité, donc on a une particule dans l'état plus S, elle rentre dans T, la probabilité qu'elle passe par la branche du dessus, plus la probabilité qu'elle passe au milieu, plus la probabilité qu'elle passe en dessous, la probabilité totale doit être égale à 1. Et on doit avoir également deux relations tout à fait semblables, également pour moins S et pour 0S. Donc nous avons nous avons 3 relations, mais nous avons 9 coefficients à trouver. Pas 3. Donc, ces relations sont utiles, mais insuffisantes. On a besoin d'autres informations. Mais ça, c'est tout ce que nous dit la mécanique quantique. On cherche une loi, une règle, qui dit comment les spins se comportent, plutôt comment les états de spin d'une particule de spin 1 se comportent. On a besoin
d'autres choses. Alors ces autres choses, ce sont des raisonnements en réfléchissant, des astuces, et éventuellement faire un certain nombre d'hypothèses, mais des hypothèses très plausibles, des hypothèses mineures, dont on voit mal comment il pourrait en être autrement. Avec ce genre de raisonnement, nous pourrons résoudre totalement le problème. Et notons que tout ce que je vous présente ici pour des particules de spin 1, donc donnant 3 branches, peut s'utiliser aussi pour des particules de spin 1,5, qui donnent 2 branches, ou d'autres particules. On obtient évidemment des résultats différents pour les amplitudes, mais la méthode est tout à fait semblable. Et vous pouvez l'appliquer, vous pouvez le faire. Je ne répéterai pas la totalité de ces arguments dans le cas du spin 1,5 ou du spin 3,5. Donc je vous engage aussi à raisonner, par exemple, sur le cas des particules 1,5, où on n'a que 2 branches, plus S moins S, plus T moins T. Et tous les raisonnements que nous avons faits peuvent se mener également dans ce cas-là. C'est un bon exercice. Donc nous allons appliquer ces méthodes de raisonnement à partir de la prochaine vidéo en disposant plus de 2 appareils, 3 appareils en série, et effectuer différents raisonnements pour dire mais voilà comment ça doit se comporter et trouver les relations qui nous manquent. Je vous remercie.